Bienvenue à toi, l'alchimie végétale. Est-ce que ça te parle? Eh bien, c'est dans l'alchimie des plantes, de notre lien avec les plantes, d'écouter le chant des plantes, de notre résonance avec certaines plantes dans lequel nous allons plonger avec Laurent Geller dans cet épisode. Et il va nous ramener au cœur de la forêt amazonienne. Je te souhaite une très très belle écoute, une très belle découverte. Bonjour, moi c'est Virginie, auteure du roman Namata, là où tout commence, dans lequel je vous livre mon histoire entre le Brésil, l'Afrique et l'Europe. Initiée dans une tradition afro-brésilienne depuis plus de 10 ans, je suis aujourd'hui accompagnatrice spirituelle multiculturelle. J'invite chacun et chacune à initier son pèlerinage intérieur pour trouver sa propre foi. Dans ce podcast, on parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Alors, bonjour à toutes et tous. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Laurent Geller, qui est le fondateur de Tatwa, qui a toute une approche sur les médecines ancestrales et notamment ce qu'il va appeler la médecine intégrative. Alors, bonjour Laurent. Bonjour Virginie. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer, donc toi tu arrives avec ces savoirs ancestraux amazoniens, mais on va rembobiner un petit peu parce que si tu as ces savoirs-là, quelle est ton histoire? Comment tu t'es retrouvé à être gardien de ce type de médecine? Alors, écoute, c'est particulier, c'est une histoire que je n'ai pas forcément consciemment cherchée, puisque je suis arrivé en Colombie en 2014, où finalement j'étais en vacances, en voyage. J'ai rencontré la femme qui est devenue mon épouse, et avec elle, on a cofondé ce centre de médecine intégrative avec son frère et un laboratoire de médecine naturelle. Donc d'abord, ça part par une histoire d'amour. Voilà, exactement. Voilà. Une histoire de cœur qui finalement s'est répétée dans ma vie, puisque j'ai changé de profession à la suite de difficultés, de problématiques de santé, et quand j'ai trouvé mon chemin, en fait, j'ai ressenti quelque chose au niveau du cœur que j'ai senti à nouveau quand j'ai rencontré cette femme. Donc je me suis dit je l'ai senti une fois, je le ressens une deuxième fois. Si ça marchait pour la première, ça marchera pour la deuxième. Et donc voilà, je me retrouve en Colombie avec un centre de médecine intégrative, un laboratoire de médecine naturelle et ces nouvelles rencontres avec ces communautés indigènes, ces communautés ancestrales. Et donc ça a commencé comme ça en fait. Parce que toi, du coup, t'avais quoi comme métier avant? Quand tu dis comme ça, il y avait à un moment, t'avais un métier, tu t'étais déjà parce qu'on pourrait s'imaginer que tu travaillais en laboratoire, ou qu'est-ce que tu faisais avant? Et c'est quoi, du coup, ces centres de médecine alternative? Alors du coup, avant, j'étais, si on rembobine un tout petit peu, j'ai étudié droit à l'université. Je me suis diplômé comme ingénieur chef de projet. J'ai travaillé dans l'industrie du billet de banque et dans l'industrie pharmaceutique, notamment au niveau de la finance. C'est des expériences qui m'ont conforté dans mes choix de changer, de trouver du sens à ma vie. Donc ensuite, je suis parti, j'ai étudié la médecine quantique avec un médecin californien et la kinésiologie pour en devenir formateur. Et donc voilà, j'ai eu mon centre de médecine. Enfin, j'ai plutôt travaillé dans un centre thérapeutique à Lausanne plusieurs années. Et ensuite, je suis parti en Colombie. Donc j'avais aucune expérience dans le labo opérationnel, on va dire ça comme ça. Et du coup, tu arrives là-bas, certes, tu tombes amoureux, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il y a cette rencontre? Qu'est-ce qui fait que, voilà, tu découvres? C'est parce qu'on peut tous partir en voyage, hein, mais enfin, qu'est-ce qui crée cette rencontre, en fait? Qu'est-ce qui crée cette rencontre? Donc, en fait, je dirais Dieu. Et si je reviens un petit peu en arrière, je dis ça parce que c'est le hasard. Et le hasard, comme le disait Einstein, c'est Dieu qui voyage incognito. Bref, qu'on le croit ou pas, finalement, quand on est amené à faire quelque chose, tôt ou tard, on y arrive. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Parce qu'encore une fois, j'ai vraiment ressenti au niveau du cœur ce que j'ai ressenti pour la première fois au niveau de mon cœur quand j'ai opéré à ce changement de profession. J'ai ressenti cette certitude que j'étais au bon endroit et que c'était pour moi. J'ai senti un rayonnement. Et donc voilà. Et donc ma vie, depuis ce moment-là, a totalement été transformée. J'ai retrouvé la santé, j'ai retrouvé la joie de vivre. Et donc, le fait de ressentir de nouveau exactement la même sensation au niveau du cœur, pour moi, ça a été une validation qui m'a fait dire, c'est pour moi. Donc du coup, ça m'a permis de couper le mental.
de couper toutes ces pensées rationnelles ou préoccupantes qui essayent toujours d'analyser. Je me suis dit bon bah si ça marchait une fois, ça marchera une deuxième fois. Je me lance à l'aventure. J'ai rien à perdre. Au contraire, j'ai tout à explorer. Ça s'est fait comme ça, de manière un peu intuitive ou spontanée. Et ça veut dire que tu es dans ton voyage, tu es donc au Mexique et c'est ton épouse qui va faire l'intermédiaire ou tu as une rencontre, comment ça se passe la rencontre au Mexique? Au-delà de ton ressenti, c'est physiquement, j'imagine, tu rencontres les bonnes personnes. Ce hasard, justement, on te met les bonnes personnes au bon moment? Exactement. Donc, c'était en Colombie et tout a été facile, tout s'est bien goupillé, tout était fluide. Moi, quand je suis arrivé en Colombie, j'avais l'impression d'avoir déjà vécu dans ce pays. Juste pour prendre conscience, je suis originaire de Lausanne, c'est peut-être 200 000 habitants, 250 000. Je suis arrivé à Bogota, une ville de peut-être 10 millions d'habitants. J'ai pris la voiture, je suis allé jusqu'à Cali, 10 heures de route, 5 millions d'habitants. C'était facile, j'ai trouvé mon chemin, j'étais pas perdu. Tout ce que je faisais, je me sentais bien. Donc il y avait une certaine logique derrière tout ça et de l'énergie qui me soutenait dans mes choix, dans mes décisions. Effectivement, quand on est dans le flow, quand on est dans la facilité, eh ben, on a envie de continuer. Et du coup, sur place, tu as rencontré une clinique intégrative, c'est ça que tu racontes? Qu'est-ce que c'est une clinique intégrative, en fait? Alors, c'est un centre qu'on a créé, c'est un vrai centre de médecine intégrative. Ça veut dire que il existe des centres de médecine intégrative en Europe, notamment où je travaillais avant, mais chacun était indépendant. Ça veut dire que chacun était responsable de se mettre en avant, de recevoir et de gérer sa clientèle ou sa patientèle. Il n'y avait pas de partage ou de transversalité qui est souvent nécessaire parce que finalement, moi j'ai des compétences limitées, donc la transversalité me permet d'aider mieux les personnes qui viennent me voir. Et donc on a créé un centre où finalement il y a une centralisation auprès d'un médecin. Donc les patients viennent, sont évalués par un médecin qui ensuite va distribuer en fonction de ce qu'il perçoit, de ce qu'il voit, de ce qu'il a compris, vers les thérapeutes, vers les professionnels adaptés. Et donc voilà, il y a de la transversalité dans le sens que en fonction de ce que vit une personne, elle pourra avoir plusieurs professionnels, mais toujours dans un souci de structure unifiée avec un objectif commun, c'est de se débarrasser le plus rapidement possible de nos patients. Donc ça veut dire forcément l'optimisation des soins, l'optimisation de la relation, avec ce focus qu'ont les communautés indigènes, c'est-à-dire l'autonomie des personnes dans leur santé, dans leur bien-être au niveau préventif et au niveau curatif. Donc, il y a cette vision complètement holistique de la personne. Et comment toi tu as fait le pont pour créer cette approche thérapeutique que tu as aujourd'hui avec les communautés autochtones? Tout se base sur les plantes. Hein. Tu fais tout un travail notamment avec les plantes amazoniennes. Comment tu as réussi à faire ce lien? Comment tu as réussi à apprendre aussi sur place? Alors, effectivement, il y a beaucoup qui se basent sur les plantes, mais pas que, parce que finalement, quand on s'assied avec ces communautés indigènes, ces autorités suprêmes, qui jusqu'à peu de temps en arrière n'avaient pas accès à Internet ou à toute la littérature que nous pouvons accéder, on se rend compte que leurs savoirs vont bien au-delà de tous les livres de physique quantique qu'on peut lire. Ils ont une sagesse et une profondeur ancestrale qu'ils ont pu se passer de bouche à oreille de manière empirique de génération en génération. Donc c'est de la médecine empirique, c'est des savoirs empiriques qui vont des plantes, de la connaissance de la nature à la connaissance de soi, parce que finalement, quand on s'assied avec ces communautés, notamment par exemple les Arhuacos qui se trouvent au nord de la Colombie, quand on leur demande qu'est-ce que la nature pour vous et qu'ils vous répondent je suis la nature et la nature est moi, nous sommes aussi bien la nature que la nature et nous. Donc il y a cette interaction entre la nature et cette compréhension de son fonctionnement en observant la nature. Donc du coup, tout ce qu'on a appris, c'est, je fais toujours l'analogie avec les arts martiaux pour ceux qui font des arts martiaux, les arts martiaux japonais, où à l'époque les maîtres, les sensei, finalement diffusaient leur savoir à travers la connaissance. C'est-à-dire, moi, je pratique, toi, tu regardes, t'observes et t'absorbes ce que tu peux absorber et tu le répètes. Et finalement, en le répétant, ça, gentiment, ça rentre à l'intérieur de toi et ça devient de la connaissance. Et donc, ces savoirs empiriques et ancestraux,
et ben on les accède en s'asseyant avec eux, en partageant, en regardant leurs rituels, en regardant comment ils travaillent, et puis en essayant de comprendre et de répéter jusqu'à ce que ça fonctionne. Ça veut dire que tu as passé beaucoup de temps au Mexique après, donc dans des zones enfin dans la partie plus amazonienne, où t'as fait comment s'est passé après ton apprentissage en pratique? T'as visité plusieurs ethnies, plusieurs tribus. Comment ça s'est passé? Combien de temps ça? Enfin, j'imagine que c'est des années d'apprentissage. Oui, alors apparemment, je dois partir au Mexique parce que tu n'arrêtes pas de dire Mexique, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire là-bas. C'est la Colombie. Tu m'as pas dit, je suis convaincue d'avoir entendu. Alors, toutes mes excuses pour les auditeurs. Je suis convaincue que tu m'as parlé. En plus, tu me parles bien de Bogota. Effectivement, ça n'a pas switché. Alors, toutes mes excuses, on parle bien de Colombie, oui, effectivement. Mais effectivement, le Mexique, il y a une communauté, c'est les Chinantecas, dont on travaille une des plantes principales, qui est l'Hippomea violacea, d'accord, la bado. Et effectivement, c'est beaucoup de partage, c'est beaucoup de temps passé, c'est beaucoup de compréhension. Nous, dans notre approche, on a cherché des plantes. On a cherché à rendre accessible une médecine puissante, merveilleuse de l'Amazonie, pour la rendre accessible à nous, à notre société occidentale, pour diffuser ces savoirs et permettre que ça perdure dans le temps, parce que malheureusement ces communautés indigènes sont en danger. Et puis du coup on a cherché des plantes, et en fonction des plantes qu'on cherchait, on étudiait, on regardait quelle était l'ethnie ou la communauté indigène responsable de sauvegarder les savoirs autour de cette plante, puisque chaque communauté est responsable de sauvegarder les savoirs auprès d'une ou de plusieurs plantes. Et donc ensuite on étudiait d'un point de vue scientifique quelles étaient les propriétés de la plante. On en fait une intersection, un croisement, et de ce croisement, on extrait les propriétés thérapeutiques de la plante pour faire vraiment ce lien entre la science et l'ancestral, et valider finalement ces savoirs d'un point de vue vraiment scientifique, comme on l'entend nous en fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que tu as appris, en fait, tu as en manière de le transmettre à d'autres et que d'autres puissent utiliser ces savoirs, en fait. Du coup, comment ça se passe de faire le relais? Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Comment tu crées le pont, en fait, entre la Colombie et du coup l'Europe de manière plus générale? Oui, alors en essayant d'appliquer leur philosophie, c'est-à-dire l'apprentissage par la connaissance, d'accord? Ce qui est très important, parce que effectivement ici, nous Européens, on fonctionne de manière différente, de la même façon que les Asiatiques fonctionnent de manière différente. Voilà, c'est normal, mais on est plus orienté hémisphère gauche, alors que ce genre de communautés sont plus orientées hémisphère droite. Donc du coup, à travers la connaissance, ça veut dire de pouvoir consommer ces plantes de manière tout à fait sûre, en sécurité, afin d'avoir accès à l'esprit de la plante, parce que finalement c'est l'esprit qui va rentrer en contact avec nous et qui va nous guider dans cet apprentissage. Donc on a créé des élixirs avec ces plantes maîtresses pour que l'on puisse, de la naissance à la mort, les consommer en toute sécurité et expérimenter cette connaissance et ce guidage, cette guidance qui finalement va permettre de nous reconnecter à quelque chose de plus grand à l'intérieur de nous, bien sûr. Je vais peut-être poser une question un peu bête, mais je la pose quand même. C'est est-ce que cette reliance en fait à l'esprit de la plante, c'est accessible à tout le monde? Est-ce que tout un chacun peut entrer comme ça en résonance avec la plante? Alors ma réponse est oui, à 100%, de la même façon que sur 10 personnes qui rentrent et qui vont se balader dans une forêt pendant 1 heure, les 10 personnes vont se sentir mieux à la fin. C'est scientifique, c'est propre à l'être humain. L'être humain, faut pas oublier une chose, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est exceptionnel de par notre histoire et ce qu'on a vécu, c'est-à-dire que le nombre d'années, les millions d'années où on a été en relation avec la nature et en interaction, versus le nombre d'années où on a été déconnecté de la nature et connecté au béton et aux fréquences. C'est une petite portion de nous à laquelle on s'est rapidement habitué, d'accord, mais faut pas oublier que toute notre culture en lien avec la nature, en fait, elle nous a imprégnés et nous maintient finalement connectés à ces éléments. Donc, on a cette capacité au niveau vibratoire, au niveau cellulaire, de recevoir des informations. C'est la petite boîte là-bas en haut, l'hémisphère gauche, qui coupe, qui supprime, parce qu'il peut traiter que un certain nombre d'informations secondes. Donc, tout ce qui peut pas le traiter, il l'enlève en fonction des croyances, des peurs, des limitations qu'on a. Par contre, nos cellules, elles ont la possibilité, par fréquence, par rayonnement, de se connecter à de l'information et par longueur d'onde similaire, de se potentialiser
ou par dissonance de résoudre des problématiques en changeant la vibration d'une personne. Donc oui, tout le monde a cette capacité. Est-ce que du coup, c'est parce que tu partages qu'à un moment tu es parti apprendre une partie de la physique quantique? Est-ce que c'est de cet ordre-là? Est-ce que ça fait le pont entre quelque chose de quand même rationnel, hein, enfin, qui est une partie plus ou moins rationnelle de la physique, mais qui est quand même une partie très scientifiquement prouvée, avec ce savoir? Est-ce que toi, c'est cette physique quantique qui te permet de faire le pont avec les savoirs endogènes? Oui et non. Disons que cette physique permet de valider à travers les outils qu'on a ce qu'on a fait, bien qu'en fait les produits qu'on réalise, ce qui nous importe le plus, c'est que ça soit validé par les communautés ancestrales et par leur autorité supérieure. Parce que dès le moment que c'est validé par eux, c'est que ça fonctionne. Quand on regarde leur manière de fonctionner, leur manière de vivre, ils ont tellement à nous apprendre. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit vivre comme eux, c'est pas possible. Je veux dire, on est dans un environnement qui est totalement différent, mais il y a tellement de sagesse et de savoir que finalement, ils ont cette connexion, ils ont maintenu cette connexion à la nature qui leur permet de comprendre et d'interagir avec eux. Voilà, donc du coup, nous, on arrive avec des outils, de la technologie et des éléments plus technologiques qui finalement répliquent ce que eux sont capables de faire sans technologie. Ça veut dire que c'est ce qu'on se disait en préparant cette interview. Du coup, toi, tu peux prendre l'essence d'une plante et en faire un spray, c'est ça, en fait, ou faire quelque chose qu'on peut se vaporiser, ce qui serait pas du tout peut-être l'usage amazonien, mais ce qui permet le transport et ce qui permet l'usage en Europe. Voilà, exactement. Bien que certaines communautés, lorsqu'ils réalisent des cérémonies chamaniques médicinales, utilisent ensuite ou recommandent nos sprays à certaines personnes quand ils considèrent que c'est nécessaire. Donc déjà là, c'est quelque chose de merveilleux. Mais effectivement, ce que je dis toujours, c'est on a réussi à condenser dans des flacons de 20 millilitres toute cette puissance et ce bien-être de l'Amazonie pour les apporter jusqu'au salon des personnes qui en ont besoin en fait. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de quel type de plantes pour qu'on arrive à se représenter quels sont ça paraît complètement fou, hein, justement, de dire tu nous amènes ces plantes et tu nous amènes pas un médicament, tu nous amènes une vibration. Et comment tu arrives à faire un lien, par exemple, avec une plante qui aura tel effet, ou j'arrive sur le site de Tatoua. Comment je choisis, parce que sur ton site, hein, il y a vraiment voilà, certaines références. Comment ça marche, en fait? Bon, du coup, c'est une bonne question. C'est à la fois facile et à la fois difficile. Facile parce que si on a cette capacité de s'observer et de voir un petit peu ce qui bloque dans notre vie ou ce qui fait le frein, eh ben on comprendra peut-être quelle plante il faut prendre. Il faut savoir que par rapport aux élixirs qu'on travaille ici en Europe, hein, parce que quand on parle de Colombie, on a plus de 60 produits thérapeutiques sur plusieurs lignes. On a de l'aspagérie, de la phyto, des essences florales. Donc ici en Europe, on a 9 essences florales. Ce qui est très intéressant, peut-être avant de répondre à ta question, c'est que on a cherché les plantes et c'est les plantes qui nous ont trouvés. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que on avait dans notre tête des désirs et des envies. Bah, je veux trouver cette plante en premier, cette plante en premier. Et en allant chercher ces plantes avec les communautés indigènes dans des environnements sylvestres et sauvages, dans leur forêt, et ben on est tombé sur d'autres plantes. On s'est dit ah génial, celle-là on l'a étudiée, bah allez on va travailler avec. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que rapidement on a trouvé 9 plantes. 9 c'est l'accomplissement de l'homme en numérologie. Et en fait, chose encore plus étrange, entre guillemets, c'est que la première correspond à la naissance et la dernière correspond à la mort. Et finalement, entre deux, on a tout le cycle de l'évolution de l'être humain dans l'ordre chronologique correct. Donc, c'est juste magique. Donc, ça veut dire que finalement, chaque plante va permettre de travailler une dimension de l'être humain qui n'est pas résolue. Parce que si c'était résolu, ben, on serait plus là. Alors, je dis toujours, le cimetière est rempli de gens parfaits. Tant qu'on est ici sur Terre, ben, on est là pour apprendre, pour dépasser, transformer, afin d'aller vers le mieux. En tout cas, c'est ma vision du monde. Donc, du coup, après, bien entendu, nous, on forme des professionnels de la santé, que ce soit des psychiatres, psychologues, médecins, thérapeutes, énergéticiens, à ces savoirs ancestraux. Donc, comme j'ai dit précédemment, avec 2 objectifs, pouvoir faire perdurer ces savoirs et pouvoir en faire bénéficier les personnes autour de nous. Donc, à travers ces formations, ils sont à même d'accompagner et de recommander ces plantes de manière optimale. D'accord ?
Donc voilà, il existe des professionnels, des thérapeutes qui les recommandent déjà pour ceux pour qui c'est compliqué de choisir une plante. Donc voilà, il y a des petites vidéos explicatives aussi qui présentent les conditions et pourquoi ça permet de travailler. Est-ce que tu peux nous donner, nous illustrer avec une plante, la rencontre qu'il y a eu avec cette plante, puis du coup jusqu'à ce que découvrir l'effet en fait? Alors on a toujours cherché des plantes qu'on connaissait, d'accord. Là, on a découvert des plantes que je ne connaissais pas, qui ne font pas encore partie du système, qui font partie d'un autre système. Mais en gros, c'est pas parce que j'ai découvert une plante que je connaissais que je l'avais déjà expérimentée. Donc ça, c'est la première chose. Il y a un film d'ailleurs, peut-être que je ferai mention du film tout à l'heure. Donc du coup, on rencontre une plante. Donc déjà, c'est une grande excitation parce qu'imagine, tu vis en Suisse, je vis en Suisse, donc on vit dans un petit pays. Mais si on prend le département Amazonas en Amérique latine, en Colombie, pardon, parce que l'Amazonas va aussi au Brésil et au Pérou, en Équateur. La partie colombienne, c'est environ 5 fois la taille de la Suisse pour 70 000 habitants. D'accord, donc c'est énorme et il n'y a pas d'habitants. Donc du coup, quand on se balade dans ces forêts tropicales, dans ces cathédrales, comme on les appelle, quand on tombe sur une plante qu'on connaît et qu'on souhaite travailler, c'est déjà une excitation assez importante. C'est comme l'enfant qui découvre son cadeau sous le sapin de Noël. Donc déjà là, il y a toute une il y a une joie vraiment très forte et très profonde d'avoir trouvé le Graal, d'avoir trouvé la plante. Et après, il y a toute une connexion qui se fait avec la plante. J'ai un appareil qui permet d'extraire le champ de la plante. Donc, il y a des demandes de permission. On s'adresse aux esprits, aux élémentaux, donc l'eau, l'air, le feu, la terre, les esprits de la nature, les esprits des plantes, pour leur demander l'autorisation. Et au fur et à mesure qu'on avance dans ce processus, il y a toute une ambiance qui se crée et qui est vraiment indescriptible, mais qu'il faut vivre une fois, je pense, et qui nous montre que en fait tout ce qui nous entoure est vivant et interagit avec nous. Et le simple fait d'interagir, c'est beaucoup plus visible en Amérique latine parce que les forêts sont encore plus vivantes qu'ici. Souvent, on a des forêts qui sont un peu plus artificielles, donc il y a des esprits qui ont été maintenus le long de leur vie. Donc voilà, c'est ensuite on travaille la plante, ensuite on va essayer les plantes, on va essayer nos élixirs, on va les donner à des médecins, à des professionnels qui travaillent avec nous pour avoir des retours aux membres de notre famille, qui sont nos cochons d'Inde préférés. On va les tester et on va noter ce qu'on ressent, ce qu'on expérimente. Et ensuite, en fonction de ce qu'on a relevé comme élément, si ça correspond à cette intersection, finalement, ils vont être intégrés au circuit. Donc, il y a tout un processus de connexion avec la plante, de travail. En fait, quand je travaille la plante, et là on parle plus de médecine quantique, de physique quantique, c'est la plante qui travaille avec moi. Donc il y a une relation qui se crée. Et la plante va me faire travailler, comme on le voit en spagyrie ou en alchimie végétale. Il y a une relation qui se crée, il y a un travail qui se fait. Et donc forcément, comme nous sommes les diffuseurs de ces savoirs, il y a un travail qui est peut-être plus intense ou plus fort qui se fait. Donc je me rappelle toujours la première plante que j'ai essayée. Ça a été très difficile. Ça grattait de l'intérieur, c'était désagréable. J'étais vraiment confronté à cette obscurité qui m'habitait. J'en prenais conscience et voilà, ça m'a permis de dépasser beaucoup de choses. Ça m'a permis de la conscientiser, de l'accepter. Et dès le moment que je l'ai acceptée, j'ai pu la transformer de manière facile. Et donc c'est ça qui est intéressant et qui a été intéressant dans ces relations. Ça veut dire que tu vas utiliser la plante, j'imagine, pendant plusieurs jours, un certain temps, peut-être plusieurs mois. Je précise, tu me dis, Laurent, mais vraiment, il n'y a aucun effet psychotrope. Quand on travaille, on est dans le ressenti, mais on n'est pas dans des cérémonies avec d'autres plantes. Là, c'est vraiment comme on pourrait utiliser un peu des fleurs de bar. Vraiment, j'imagine. J'aime bien ce terme d'alchimie. Tu as dit quoi, alchimie végétale? Oui. Le terme, qui est vraiment très beau, d'alchimie végétale. Combien de temps environ on passe avec une plante? Comment on sait? Est-ce que c'est une posologie un peu, je sais pas, on passe 21 jours avec une plante? On diète cette plante-là ou quels sont les traitements qu'on peut avoir? Alors, tout dépend. Il y a des plantes avec lesquelles j'ai passé 6 mois, une année et qui ne s'est rien passé ou qui, après une année, me permettent de
de travailler avec. Il y a d'autres plantes où c'est beaucoup plus rapide, mais effectivement, la relation se fait uniquement avec une plante, bien que ça soit très différent des fleurs de bar, puisque les fleurs de bar permettent d'évacuer une émotion, alors que ces plantes-là permettent d'aller à la source, à l'origine. Elles ont ce côté enseignant et maître. Donc le maître, c'est vraiment quelqu'un qui vous met des obstacles sur votre chemin pour que vous puissiez les dépasser tout seul. Donc c'est ce côté autonomie, donc c'est ce côté compréhension. Donc effectivement, c'est toujours une relation unique et individuelle avec la plante. Et tu as fait la mention de la diète, qui est pour moi quelque chose de très important dans les différents processus. La diète, ça consiste tout simplement, et on peut le faire tous, puisqu'aujourd'hui on parle de jeûne intermittent, de jeûne, etc. Je ne recommande pas du tout, je suis pas en train de recommander de le faire, mais la diète est là ce propos vraiment de créer de l'espace à l'intérieur. Et quand on crée de l'espace à l'intérieur, et c'est une des problématiques de notre société aujourd'hui, on a un problème, on va tout de suite chercher la pilule miracle qui peut nous résoudre le problème. Naturel ou pas naturel, ça change absolument rien. Au lieu de, comme le font ces communautés indigènes, de d'abord faire le vide à l'intérieur, de d'abord se délester, de d'abord éliminer du poids, de la charge et donc de l'information. Puisque si je suis rempli avec de l'information, je crée des dissonances, je crée du bruit à l'intérieur qui ne me permet pas d'aller au silence et de voir d'où vient vraiment le bruit. Donc en faisant cet espace de diète avec une plante, donc en me connectant à la plante, peu à peu, j'affine mon instrument intérieur pour pouvoir écouter de manière optimale où c'est qu'il y a une interférence et où c'est qu'il y a un réglage à faire. Mais ça peut bien sûr, il m'est arrivé plusieurs fois de consommer des plantes selon les rituels ancestraux, parce que finalement, quand on va visiter ces communautés et qu'ils nous proposent un café, un thé ou quelque chose d'autre, voilà, ça fait partie du partage et de l'interaction. Je vais arriver aussi avec une question un peu pour être sûre. Évidemment, donc toi et moi sommes suisses. Tu arrives comme ça donc en Colombie. Comment être sûr que quand toi tu travailles en tant qu'Européen, il y a un respect des tribus autochtones, il y a un respect de leur savoir. Comment ça se passe au niveau de la structure, enfin voilà, au niveau je vais dire des brevets ou des choses comme ça, pour être sûr que voilà, il n'y ait pas une appropriation, comme toi et moi sommes européens, donc je te le dis avec beaucoup d'humilité aussi, d'appropriation de savoirs ancestraux. Alors c'est une très belle question, et une question qui crée souvent des divergences. Tout le travail qu'on fait, ça se fait en accord avec les communautés indigènes. Donc les relations que l'on a, c'est parce qu'ils nous ouvrent leurs portes, tout simplement. Hein, je veux dire, c'est eux qui acceptent de nous recevoir. Et c'est vrai qu'en tant que blancs, mais pas seulement, puisque ils sont infiltrés par des Colombiens, ils sont infiltrés par des gens locaux aussi, et ils sont vraiment en danger. C'est ça qu'il faut prendre conscience, qu'on n'a pas forcément conscience aujourd'hui. Toutes ces communautés indigènes, quelles que soient les communautés dans le monde, sont en danger d'extinction. Et donc forcément, comme leurs savoirs sont empiriques, finalement, c'est leur savoir qui va disparaître avec eux, puisqu'il n'y a rien d'écrit. Donc aujourd'hui, depuis quelque temps, il y a beaucoup de communautés qui sortent de leur bois. Avant, traditionnellement, c'était le chaman dans son village qu'on allait visiter, dans son environnement. Aujourd'hui, les chamans jeunes se déplacent. Ils vont en Europe, ils viennent diffuser leur savoir avec certaines fois des problématiques qui peuvent être abusives en fonction de la personne qu'on a en face. C'est pas parce qu'on est chaman qu'on est lumineux et qu'on est respectueux de la vie ou respectueux de l'autre. Donc c'est aussi... C'est hyper intéressant. Je me permets juste de rebondir là-dessus parce que souvent, il y a une sorte d'effet de mode et de cette espèce de fantasme du chaman, et de toujours garder cette vision, même quand on est en Europe, d'effectivement regarder. C'est pas parce qu'on vient d'Amazonie, c'est pas qu'on est effectivement un bon chaman respectueux de l'environnement, et de garder sa lucidité, parce qu'en Europe, on aime vraiment, on aime les gourous, on aime comme ça. Enfin, il y a un manque, il y a un tel manque de foi, il y a un tel manque de spiritualité dans notre vie que très vite on peut partir dans des personnes qui sont visuellement, ou en tout cas dans le discours, très lumineux, mais ce qui est pas forcément le cas. L'habit ne fait pas le moine, c'est ça. Voilà. C'est hyper important de le préciser. Oui, et on peut tomber dans des dérives de spiritualité dogmatique, où finalement quelqu'un va nous dire ce qu'on doit faire. Déjà, quelqu'un qui est pas de notre même culture va interpréter ce qu'on a vécu et va nous dire ce qu'on doit faire. Et puis, comme on est en position de vulnérabilité, en fait, on a donné notre pouvoir à quelqu'un d'extérieur.
c'est un élément qu'on peut extrapoler encore plus loin. C'est cette tendance qu'on a ici de chercher un sauveur, donc de donner sa responsabilité à l'extérieur. C'est pour ça qu'on a créé tout ce système en se débarrassant entre guillemets de l'intercesseur entre les plantes et la personne qui les consomme, pour qu'on ait accès directement à cette expérience spirituelle, émotionnelle, mentale, à travers l'amplification des rêves, et qui nous apporte la compréhension vraiment de ce qu'on a à comprendre. Les plantes sont adaptogènes, et je le dis toujours dans mon centre thérapeutique, quand je m'adresse à mes médecins, je dis les gars, ces plantes, c'est meilleur que nous, parce qu'il n'y a pas cette volonté d'aider, ou cette volonté, ou tu sais, cet élément qui fait que des fois on se dit ah, j'ai compris de quoi a besoin la personne, on va travailler comme ça. Non, ça c'est l'ego, c'est l'ego dans le bon sens du terme qui veut aider peut-être, mais qui dépasse un petit peu les limites. Et donc les plantes, elles ont cette faculté vraiment de créer un lien direct entre la nature, donc quelque chose de plus grand, et la personne qui les consomme. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième, on est appuyé et reconnu par les autorités supérieures. Il y a des échanges qui se font en fonction des communautés. On peut apporter de la médecine, qu'on travaille nous-mêmes, des éléments, faire du troc. Aujourd'hui, avec les Arhuaco, dont j'ai été fait membre et j'ai reçu mon nom, j'ai été baptisé il y a quelques temps, pour cette communauté, on donne un pourcentage de nos ventes, que ça soit au niveau des produits, des formations, pour qu'ils puissent racheter leurs terres, puisqu'ils se trouvent aujourd'hui dans un territoire qui ne leur appartient pas et qui est en train d'être surexploité par de grands groupes étrangers, ce qui met encore plus en péril leur stabilité et la stabilité de la nature autour d'eux. C'est ça aussi qui est intéressant, où il y a des ponts qui peuvent se faire entre ces savoirs ancestraux et ces tribus, quel que soit le continent, en fait, la partie du monde. Je crois que partout dans le monde, l'esprit occidental est en train de dominer et les savoirs ancestraux sont en train de se perdre. Et en tant qu'Européens, on peut refaire le pont. On permet de faire le lien. On peut être le liant pour dire, pour permettre moi je dis toujours, je traduis certaines choses, parce que si vous arrivez d'un coup, moi j'ai passé beaucoup de temps au Brésil ou en Afrique, où à un moment, si le guérisseur arrive et qu'il arrive pour faire une conférence d'1 heure, on n'a pas les codes. Faut passer du temps pour comprendre. Puis ça permet juste de faire le pont pour faciliter l'accès quand des personnes comme toi, comme moi, il y en a plein d'autres aussi sur le podcast qui ont passé du temps et qui permettent de faire la traduction, qui permettent de faciliter les liens. Puis c'est ce que j'entends, tu es aussi un pont entre ces savoirs, cette alchimie végétale, ce savoir colombien, amazonien et l'Europe en fait. Tout à fait, c'est un pont et ça reste qu'un pont. Donc un pont, il relie deux éléments différents, d'accord? Donc c'est ça qui est important. Après, pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui considèrent que c'est pas juste, je les invite à aller s'immerger dans des communautés indigènes et de vivre selon leurs traditions pour aller au fin fond de leur passion, de leur vision et être en accord avec. C'est pas ma mission. Ma mission, c'est pas de vivre comme ces communautés indigènes dans leur environnement. Ma mission, c'est de relier deux points. D'accord? Et après, chacun fait ce qu'il est libre de considérer le mieux. C'est comme je vois les choses et je pense que voilà, ça permet de donner accès à cette nature de manière amplifiée, puisqu'aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment déconnecté pour plusieurs raisons, de par la nourriture qu'on consomme, les ondes, les fréquences qu'on a autour de nous, le béton, notre style de vie, sans parler de tous les autres éléments qui nous déconnectent de la Terre et nous maintiennent isolés. Donc c'est une forme de se reconnecter à quelque chose de plus grand, progressivement. Et c'est pas parce que je vais consommer ces plantes que je vais devenir chaman indigène traditionnel colombien, péruvien, brésilien ou mexicain. C'est ça, c'est juste un moment d'être dans la modestie, l'humilité, d'être juste un pont. On se dit, moi, je sais que je m'étais souvent dit, mais pourquoi moi je suis très attirée par d'autres pays, mais pourquoi finalement je suis pas née au Brésil? Pourquoi? Non, parce que si Dieu il avait voulu me faire naître au Brésil, il l'aurait fait. C'est que c'est depuis là où on est né qu'on doit agir. Effectivement, il y a ce lien, donc ça prend des années à créer le lien et après déjà de comprendre en voyageant et après de ramener tout en douceur et en ne s'appropriant pas. Ce que j'aime là dans ton discours, Laurent, t'es pas en train de dire j'ai inventé ça. Il y a aucun moment où tu dis ça, c'est vraiment
tu ramènes un savoir dans lequel effectivement tu as contribué, tu as participé, mais néanmoins ça reste des savoirs ancestraux, tu te les appropries pas. C'est ça que je trouve beau dans ta démarche. J'ai une autre question, Laurent, c'est comment en fait, donc on peut aller sur ton site internet, mais comment toi tu accompagnes, comment depuis ici tu formes des personnes pour appréhender ces plantes? J'organise des conférences déjà. Ensuite, j'ai des formations de plusieurs niveaux. J'ai des formations théoriques. Malheureusement, j'ai dû faire des formations théoriques. Non, c'est pas une problématique. Au contraire, c'est bien. Je dis malheureusement parce que je me rends compte que la majeure partie des professionnels qui se forment commencent par la partie théorique au lieu de commencer par la partie pratique. Et finalement, la partie pratique a été créée avant. C'est un accompagnement de 20 semaines qui permet sur 6 modules différents de rentrer en contact avec des plantes et d'exercer et de pratiquer des routines tous les jours afin de créer un ancrage fort entre l'esprit et de la plante sur un cycle de 21 jours minimum, donc un cycle de régénération cellulaire par plante, ce qui va permettre de créer ce premier lien de connexion avec la plante afin d'après être guidé par elle. D'accord ? Je ferai peut-être une petite analogie après avec les savoirs ancestraux et notamment la communauté Siona et un partage que j'ai eu d'une autorité suprême. Donc du coup, ça permet à travers ces accompagnements, d'avoir accès à des communautés. Donc, quand on rentre dans un programme, après, on est dans le programme à vie, entre guillemets. Donc, on a accès à toute la documentation, aux recherches, aux études, aux vidéos, au partage, aux questionnements. Et on a des équipes d'experts qui répondent à toutes ces questions. Et puis, on se fait évoluer et on grandit tous ensemble. Parce que c'est ça l'objectif, c'est de faire grandir les communautés. Et donc voilà, partie théorique ou partie pratique, je trouve toujours la partie pratique plus intéressante parce qu'on est vraiment immergé et on va se reprogrammer au niveau cellulaire avec cette connexion avec les plantes. Donc ce qui est vrai, ce qu'on remarque généralement, c'est que les plantes, quand on va les recommander, elles travaillent de manière plus intense avec nous. Il y a vraiment un travail en profondeur qui se fait de transformation, de conscientisation, de transformation et de connexion. Et c'est un peu cette analogie que je voulais faire à l'époque, en 2018, quand j'ai rencontré une très belle histoire, donc l'autorité suprême des Siona qui était à Bogota. Il avait à l'époque 113 ans et 112 ans. Il avait une problématique au genou, donc il a pris l'avion de Bogota à Cali, il a pris le bus, il est venu à notre clinique pour se faire traiter. On lui a appliqué une thérapie plasma au niveau du genou, puis après on est parti en cérémonie avec lui où il recevait du monde. Puis comme on était un peu en avance, on a discuté avec lui. Donc à un moment j'étais seul avec lui. Puis il me dit tu sais Laurent, l'ayahuasca c'est quelque chose, donc eux ils l'appellent le yahé. Le yahé c'est quelque chose que je prends moi depuis que j'ai 9 ans, toutes les semaines, tout le temps. Mais ça c'est ma mission et c'est mon propos. Toi ton propos c'est de rentrer une fois en connexion avec cette plante. Et une fois que tu as créé la connexion, c'est fini. Tu l'as pris une fois, tu n'as plus à la prendre parce que après c'est à toi de bosser. Il faut arrêter de penser que tu as une plante qui va bosser pour toi, qui va te résoudre tes problèmes, qui va résoudre ta vie, qui va faire que tu vas avoir la voiture de tes rêves ou la femme de tes rêves, etc., etc. C'est à toi de bosser. Donc la plante, elle va créer cette connexion, elle va créer ce lien avec la nature qui sera perpétuel, qui sera là. Après, c'est à toi de le faire grandir, c'est à toi de le maintenir et c'est à toi d'aller faire le boulot. Donc c'est un peu ce qu'on fait à travers ce programme. C'est une connexion unitaire avec chaque plante qui va se perpétuer dans le temps et qui va permettre, en y dédiant du temps, en y dédiant de la compréhension des exercices, de la faire grandir. C'est un peu comme tout dans la vie. Si on veut devenir meilleur, il faut pratiquer. C'est un muscle qu'on travaille et qui nous permet de progresser chaque jour. Et ça, tu le proposes, donc c'est à distance ou c'est en présentiel ou il y a des voyages? Comment ça s'organise après? Alors c'est en ligne, donc il y a une partie en ligne, il y a une partie réunion hebdomadaire où on se réunit. Donc on a des zooms, on a des partages, des questionnements, des sujets que l'on traite avec une communauté exclusive sur Telegram généralement où on a toute l'information qui est organisée. Donc ce qui est intéressant, le fait que ça soit en ligne, c'est que ça nous permet de revenir périodiquement sur les vidéos et de se rendre compte que si je la regarde 2 fois, il y a une nouvelle chose que je comprends. Si je la regarde une 3e fois, il y a une nouvelle chose. Et progressivement, je vais affiner mon travail. Moi, ça fait plus de 10 ans que je travaille avec ces plantes et je découvre encore des choses sur elles aujourd'hui que je n'avais pas pris conscience avant parce que j'étais pas prêt. Voilà. Donc c'est vraiment un lien. Après, ensuite, on organise des retraites. Alors actuellement, on n'a pas de retraite prévue pour 2024. Ça sera 2025.
C'est des circuits où on va d'abord voir une communauté, ensuite on va partir, donc normalement les Kofanes, ensuite on va partir chez les Arhuacos, voir les guides spirituels, les Mamos, pour finalement terminer l'intégration dans les Caraïbes, au milieu de la jungle amazonienne, les pieds dans l'eau, pour vraiment prendre le temps de faire quelque chose qu'on fait pas forcément dans ces communautés indigènes, c'est-à-dire la préparation, la connexion et l'intégration. Puisque ces communautés ont l'habitude du monde spirituel depuis tout petit, ils vivent dans la forêt depuis tout petit, ils consomment des plantes depuis tout petit, ils n'ont pas ces perturbateurs qui sont le téléphone portable, les réseaux sociaux ou la télévision qui vont les contaminer. Ils marchent à pieds nus, donc tout le temps en connexion à la terre. Donc tout ça fait qu'ils ont une meilleure compréhension, une meilleure connexion à ce monde que l'on a un peu perdu. C'est pour ça que nos retraites se veulent toujours sur un espace-temps de 2 à 3 semaines pour qu'on ait le temps de s'immerger, de se connecter et puis de poser ce qu'on a à poser. Et qui peut intégrer en fait tes formations? Est-ce que c'est exclusivement des médecins? Quel est le profil de la personne qui peut appréhender ces plantes? Est-ce qu'on peut le faire à titre privé? Est-ce que il y a un certain niveau, je dirais scolaire à avoir, en tout cas, ou médical à avoir? Alors, pas forcément, ça peut se faire au niveau personnel. J'ai des individus qui l'ont fait au niveau personnel. J'ai des traders de matières premières qui l'ont fait. J'ai eu même des militaires. J'ai eu 2 militaires qui ont fait cette formation. C'était pour leur développement personnel, pour leur intérêt. Donc, du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont utiliser ces savoirs pour travailler sur eux, pour conscientiser, pour transformer. Donc, effectivement, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut avoir accès et bénéficier à ces savoirs et chacun à son niveau, même si j'aime pas le terme niveau parce qu'il n'est pas question ici de niveau, sinon de mission et de propos. Et on a tous un propos et une mission différente dans la séparation pour l'unité. Laurent, on arrive au bout de cette interview. Est-ce que toi, tu aurais une dernière information à transmettre qui te semblait très importante ou qu'est-ce que tu pourrais compléter si tu devais rajouter quelque chose sur tout ce qu'on a dit? Alors, quelque chose qui va dans le sens de ce qu'on a dit, c'est qu'on n'a pas besoin de consommer quelque chose pour expérimenter une connexion à la nature. Donc déjà, le fait d'aller embrasser un arbre, c'est une connexion à la nature. De conscientiser que les plantes autour de nous sont vivantes, c'est une conscientisation et une connexion à la nature. De marcher à pieds nus peut-être 10 minutes par jour ou 5 minutes par jour en contact à la terre, c'est une connexion à cette terre. Donc on n'est pas obligé d'aller en Amazonie. Encore une fois, cette croyance il faut que ça soit difficile, il faut que j'expérimente quelque chose de fort, il faut qu'il y ait une expansion de conscience, il faut que je sois en Amazonie pour que ça fonctionne. C'est juste basé sur une croyance que l'on a à l'intérieur de nous, qui est peut-être celle qu'il faut que ça soit dur pour que ça fonctionne, il faut aller dur pour devenir quelqu'un, etc., etc. Tout peut se faire en douceur, mais c'est qu'une question c'est simple, ça ne veut pas dire que c'est facile, c'est une question de routine et de répétition. Si je veux créer un lien avec la nature, c'est pas en allant embrasser une fois un arbre que je vais pouvoir créer une habitude ou une perception qui va être suffisante. Mais en le faisant peut-être 2 à 3 fois par semaine, en créant des liens, en étant plus sensible, en marchant tous les jours 2 minutes par terre à pieds nus, je vais recréer ce lien qui va me permettre de changer ma vibration intérieure. Et si on veut, du coup, trouver, voir, commencer à tester certaines plantes, est-ce que tu aurais une recommandation de dire, bah voilà, si demain, moi, j'ai envie de dire, j'ai envie de découvrir en fait une des plantes sans avoir un gros problème, qu'est-ce que tu peux me conseiller? Où est-ce qu'on peut trouver tes plantes? Comment on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut te suivre aussi? Alors, on me trouve sur Instagram, Laurent Geller, G-H-E-2-L-E-R, ou sur le compte privé Tatwa Intégrative Médecine, T-A-T-W-A. Ensuite, sur le site tatwa.eu, on trouve les plantes. Donc, par rapport à ta question, ce que je recommanderais, c'est de commencer avec la première, celle de la naissance, la chichara, qui est une plante qui est merveilleuse parce qu'elle va créer cet effet de diète, cette purge émotionnelle et hormonale qui permet de créer l'espace à l'intérieur et de se connecter. Donc, c'est la plante qu'on utilise souvent quand on initie quelque chose de nouveau. Donc, ce qui est génial, c'est qu'elle nous connecte à notre confiance en soi, à notre estime de soi, à notre amour pour soi et à notre côté féminin et créateur. Donc, c'est une plante qui forcément va créer cette expansion d'un côté qu'on a tous, le côté féminin, mais qu'on est peut-être pour certains coupé et qu'on a réduit et qu'on n'utilise pas de manière optimale.
Très bien. Alors, toutes les références, je vais les mettre en commentaire dans le podcast, qu'on trouve ton site internet, effectivement tes différents comptes Instagram. Laurent, je te remercie pour ce partage. Je te remercie pour cette découverte. Du coup, on a une première expérimentation possible avec la Tichara, si je prononce bien. Exactement. Jaune, étiquette jaune. Étiquette jaune, je te remercie pour tout. Donc, je mettrai la référence aussi en descriptif de ce podcast. J'espère en tout cas que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à aller rejoindre Laurent sur ces différents réseaux pour découvrir le chant. Il y a une vidéo magnifique où tu as un appareil pour aller écouter le chant des plantes. Et puis, c'est tellement magnifique, tellement magique. Donc, n'hésitez pas à aller le suivre, à partager. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à des personnes avec qui ça peut vous plaire. N'hésitez pas aussi à soutenir le travail en mettant des étoiles et mettez des beaux commentaires sur la plateforme sur laquelle vous écoutez. En tout cas, je vous remercie à tous. Laurent, je te remercie pour ta confiance. C'était magique cette rencontre, ça s'est fait très vite. Je te remercie pour tout en tout cas. Toute belle suite à toi en tout cas dans ton projet, dans ton aventure. Merci Laurent. Merci beaucoup Virginie, très belle journée.